J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter sur scène le docteur Didier Leger, chirurgien urologue, vice-président du conseil départemental de l'ordre de l'Isère et de l'association des médecins de l'Isère. Merci. Quel plaisir de vous retrouver ici, parce que je pense que c'est historique. Un grand merci d'abord à Patrick. Je vous invite à lire son livre sur le syndicalisme à la Convention, parce qu'on retrouve toute l'histoire de notre médecine moderne, toutes les statuts, toutes les conventions, toutes les lois, et surtout les esprits de la loi, et comment et pourquoi aujourd'hui tous les pouvoirs politiques ont cherché à nous asservir. Donc merci à Patrick de nous avoir permis d'avoir aujourd'hui une Bible pour tous ceux d'entre vous qui veulent défendre la profession, qui est une référence. Et puis un grand merci à mon ami Jérôme. Jérôme a commencé il y a quelques années, je le suis, je l'accompagne, il aura besoin de vous. Quand on devient un homme public, on se fait attaquer, on se fait agresser, et il faudra soutenir et faire corps autour de votre président, parce que les agressions ne tarderont pas. Je pense que Jérôme arrive au bon moment, avec toute son équipe. Jérôme, il a un charisme que tout le monde n'a pas, donc c'est pour ça qu'il catalyse toutes les énergies. Et vous arrivez surtout à un mouvement historique, parce que la Convention, Patrick ne l'a pas dit, mais la Convention a été demandée parfois par les médecins pour solvabiliser leur entreprise libérale. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Le nombre de collègues qui partent en retraite, la population qui a besoin de nos soins explose, et aujourd'hui, on a une vraie fenêtre pour trouver un espace pour se faire respecter, pour se faire honorer et faire en sorte que le massacre et le sacrifice de nos vies au service de la population s'arrêtent. On a le droit aujourd'hui, tant à l'hôpital public, qui est en très grande souffrance, tant en libéral, de gagner sa vie honnêtement, dignement, et de supprimer ce paradoxe insupportable qui est meilleur vous êtes, meilleur soignant vous êtes, plus engagé vous êtes, et moins vous gagnez votre vie et plus vous souffrez. Jérôme m'a proposé de faire deux topos. Un, l'avantage d'être conventionné. Deux, l'avantage d'être déconventionné. Et il a dit, on fait une pause entre deux, après l'avantage d'être conventionné. Et je me suis dit, mais il n'y aura pas de question sur l'avantage d'être conventionné. Et donc, je me suis dit, je vais surtout essayer, comme je le fais toujours pour ceux qui me connaissent un peu depuis bientôt 30 ans, parce que je fais du syndicalisme bénévolement, de dire, après tout, qu'est-ce que vous devez savoir, comme on le fait au niveau de l'information de nos patients, pour avoir un consentement éclairé du choix de quitter la Convention. Donc on va passer à peu près 3 heures sur l'historique de la Convention. Non, je vous taquine, on va passer 20 minutes. On va passer 20 minutes sur qu'est-ce que la Convention vous apporte, qu'est-ce qu'elle apporte aux autres, comment c'est financé, comment ça fonctionne, et qu'est-ce que vous risquez si vous en sortez. Donc on va passer un moment ensemble sur ces informations. Premièrement, c'est un combat difficile, et vous le savez. On a le sentiment que là, c'est Jérôme Petit. Vous voyez, on le reconnaît bien ses petites fesses. Et devant lui, c'est l'État français et le système conventionnel. Alors, quelle réalité pour nous, quelle réalité pour les patients, quelle réalité au niveau de l'assurance maladie et des complémentaires santé sur le système conventionnel. D'abord, il y a 2 diapos intéressantes, juste pour rappeler qu'on va essayer, là maintenant, pendant 15 minutes, de vous aider à réfléchir sur est-ce que je me déconventionne, oui ou non. Et dans l'analyse du futur business plan de ce que vous allez porter, vous devez savoir où vous êtes installé, quelle est la densité, puisque quand on compare les diapositives des revenus et les diapositives de la densité, c'est à peu près similaire. Donc bien évidemment, il est plus facile de se déconventionner quand on est dans un territoire où on manque de médecins que lorsqu'il y a pléthore de médecins, sauf à condition d'avoir à l'époque, Patrick nous en a parlé, une telle réputation qu'on peut se permettre tout ce que l'on veut. Ce n'est pas le cas de chacun d'entre nous. Donc il faudra étudier un petit peu le chiffre, vos revenus et le territoire où vous êtes, parce qu'effectivement, ça change. L'état des lieux de la Convention, c'est quoi? C'est d'abord savoir un peu quelle est l'offre de soins, de quoi les gens ont besoin. En quelques chiffres, très vite et en 2 minutes, il y a 360 millions de consultations par an, soit 1 million par jour. Et j'avais dit une fois à Alain Juppé, nous sommes le pouvoir politique le plus puissant de France, car lorsque dans nos cabinets médicaux on fait un peu de prosélytisme, on touche 1 million de personnes par jour et de façon individuelle. Et lorsque vous avez des propos à porter, on est très percutant très vite. Et nous sommes une vraie force politique lorsqu'on est organisé. Et pour la première fois depuis très longtemps, vous aurez aujourd'hui tous les syndicats qui vous représentent et pour lesquels vous devez être admiratifs parce que
98% d'entre eux sont absolument bénévoles. Il y a 6 consultations par an par chaque citoyen. La médecine générale, que vous représentez essentiellement, et mon topo sera essentiellement dirigé pour la médecine générale, parce que la médecine spécialité, comme vous le voyez, est à plus de 50% de secteur 2 et que c'est un peu différent. Bon, on reviendra sur les secteurs 1 qui sont spécialistes, enfin en tout cas qui sont en haute spécialité que la médecine générale. Nombre de consultations en spécialité, 160 millions, donc vous voyez que la médecine générale domine, 226 médecins. 30% d'entre nous ont plus de 60 ans, 46% de femmes, 57% de libéraux seulement. N'empêche qu'aujourd'hui, la médecine libérale avec les infirmières, les kinés et les autres, c'est le premier hôpital de France. Et il ne faut pas l'oublier. Et quand on va à la DGOS qui est persuadée que demain, les hôpitaux publics pourront faire tous les soins, y compris en libéral, elle se trompe. Il faudrait près de 80 milliards de plus. Le nombre d'inscrits cette année, 15% de diplômes étrangers. Vous savez que c'est une des solutions du pouvoir politique que de permettre à nos collègues étrangers de venir sur le territoire en oubliant 2 choses. La première, on décapite complètement les systèmes étrangers, sans vergogne. On récupère les meilleurs d'entre eux et leur système de santé à eux s'effondre. On perd les meilleurs d'entre nous, puisque c'est entre nous qui ont la chance d'avoir des gros titres, peuvent partir aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. Et finalement, l'arrivée des médecins étrangers n'est pas nécessairement une bonne idée. Et puis, surtout, et c'est nouveau, 67% des nouveaux inscrits à l'ordre sont des salariés, lorsqu'on verra tout à l'heure que le salariat permet paradoxalement d'avoir quasiment les mêmes revenus qu'un libéral, mais par contre des conditions de vie bien meilleures. Mais pour l'accès aux soins, ça s'effondrera l'accès aux soins, puisque le nombre d'heures travaillées est bien moindre. Quand on regarde les chiffres, je ne sais pas si Jérôme, tu en as d'autres, mais pour la médecine générale, 52 000 libéraux. Sur les revenus, 87% de secteur 1. Selon les tableaux qu'on trouve, on a le sentiment que ceux qui sont en secteur 1 gagneraient un peu mieux leur vie que ceux qui sont en secteur 2. Puis on a d'autres tableaux qui montrent l'inverse. J'ai bien du mal à avoir des chiffres fidèles. En tout cas, en spécialité, les choses sont claires. Les médecins de secteur 2 qui ont la chance d'avoir été en secteur 2, on ne viendra pas sur l'historique des grèves pour maintien de secteur 2, qui était au départ en 1980, Patrick nous l'a dit, ouvert à tous les médecins spécialistes, médecins généralistes ou spécialistes. Quand on regarde les chiffres, clairement, le secteur 2 permet de gagner mieux sa vie qu'en secteur 1, sauf pour en médecine générale, mais je ne suis pas sûr du tout que ces chiffres soient fiables, puisque en plus, c'est réparti sur les activités pleines, alors qu'il y a des secteurs 2 qui ont des secteurs hospitaliers, puis il y a des secteurs 2 médecins généralistes qui font du cumul emploi-retraite et qui sont en secteur 2, donc c'est très dur à y dire, mais ça veut simplement dire que avant de prendre une décision de déconventionnement, on regarde un peu quels sont ses objectifs de ressources, de travail et ce qu'on fait. Alors, ce que Patrick, avec gentillesse, il ne voulait pas que ce soit trop long, mais vraiment, lisez son livre. Qu'est-ce que c'est que le secteur 1 avec DP? Eh bien, en fait, lorsqu'en 1990, il y a de plus en plus de médecins qui sont mis en secteur 3, l'assurance maladie a été les chercher. Et les ceux d'entre vous qui êtes titrés, vous venez en secteur 1, on prendra à notre charge les cotisations sociales, on prendra à notre charge une partie de vos cotisations retraite, et vous avez le droit en plus à faire un dépassement permanent. Simplement pour dire que c'était le secteur 2 du secteur 1, c'est-à-dire qu'ils avaient le droit à dépassement avec tact et mesure, et c'était remboursé, solvabilisé par la Sécu et par les mutuelles, et il y avait en plus des charges sociales de secteur 1. Simplement pour dire que quand on est organisé, qu'on rouspète, eh ben on peut obtenir l'ouverture de nouveaux secteurs, et si vous êtes organisé suffisamment fort, vous obtiendrez de la part de la Convention, et on verra pourquoi la Convention n'aura pas autre mesure que de négocier avec vous, vous obtiendrez probablement un nouveau secteur, ou en tout cas la probabilité de récupérer une certaine liberté. Ceci étant, les secteurs 1 avec DP ont probablement disparu, il en reste peut-être une poignée de gens de 87, 90 ans, c'est terminé. Le secteur 2 1980 ouvert à tout le monde, 1990 grève des chefs de clinique et des internes pour le maintenir, il a donc été maintenu uniquement pour les titrés. Pour ma part, comme pour tout le monde, le secteur 2 doit être accessible à tous, qu'on soit ancien chef ou ancien assistant, et les nouveaux docteurs juniors, ça fait partie des négociations conventionnelles, ils feront une seule année d'assistanat ou une seule année de clinica, ils seront secteur 2. Il faut réouvrir le secteur 2 à tous les médecins généralistes, spécialistes, médecins généralistes et spécialistes en tous. C'est la preuve d'une qualité. J'insiste pour les secteurs 2, il y a une petite phrase dans l'accord conventionnel et qui sera certainement dans le règlement minimal, ceux qui s'installent pour la première fois en exercice libéral. Et c'est pour ça que c'est les secteurs 1 qui seront la force de frappe et pas les secteurs 2. Un secteur 2 qui décide de se mettre en secteur 3, lorsqu'il retournera vers la caisse, ne pourra être qu'en secteur 1. Donc il faut comprendre que les secteurs 2 dont je fais partie, même s'ils vont soutenir, porter, vous accompagner avec beaucoup de sympathie, ils ne peuvent pas passer en secteur 1, en particulier en plateau technique lourd, on verra tout à l'heure pourquoi. À cause de cette petite phrase, qui montre bien
qu'on est une nouvelle fois, et Patrick le sait mieux que moi, dans une dictature administrative, parce que si c'était vraiment un pays libre, eh ben vous êtes en secteur 1 ou en secteur 2, vous pourriez aller et venir, et ça donnerait à l'assurance maladie une sécurité sur notre bonheur professionnel. Mais si on vous dit que vous n'avez plus le droit d'aller en secteur 1, en secteur 2, ça veut bien dire qu'on est certain qu'il faut vous bloquer en tarif opposable. Alors, il y a une procédure d'équivalence pour les Québécois, on s'en fout, et les jeunes qui sont formés en ESPIC. La seule exception, c'est les praticiens hospitaliers. S'ils ouvrent un secteur 2 hospitalier, puis ils le ferment et qu'ils veulent s'installer en libéral, ils peuvent retrouver leur liberté tarifaire, c'est dans la Convention. Pour les secteurs 2, il ne faut pas que les secteurs 2 s'endorment en disant on est secteur 2, on est tranquille. Je rappelle la position de Mme Dormont lors de la loi Touraine. J'adore cette position parce qu'elle est claire et nette sur l'état d'esprit de ceux qui portent un certain nombre de PLFSS voulu par Alain Juppé à l'époque, qu'on a combattu ensemble, j'étais président national, et qu'avait imaginé Alain Juppé pour dire à quel point on pouvait être tordu, qu'en fin d'année, lorsque les dépenses de santé étaient déficitaires, c'était l'ensemble des médecins libéraux qui remboursaient le déficit. C'est ce qu'on a appelé le reversement, et c'est cet argument qu'on a mis en branle les internes et les chefs, et que Jospin a supprimé le reversement mis en place par les ordonnances Juppé. Rappelez aussi que Juppé a mis ses ordonnances pour l'ONDAM, les PLFSS qui existent toujours, création des ARH, simplement parce qu'ils avaient, la Sécu avait pris l'engagement d'augmenter 2 à 3 fois par an les honoraires des médecins en fonction de l'inflation. L'inflation à l'époque, rappelez-vous, pour vos parents, ils empruntaient à la banque avec des taux d'intérêt à 17%, et la Sécu était incapable d'augmenter nos honoraires en fonction de l'inflation, exactement comme la négociation conventionnelle que nous avons là. Regardez ce que Brigitte Dormont écrit clairement. Elle dit clairement que le tiers payant est fait pour nous asservir et pour tuer la médecine libérale. Le tiers payant n'a pas été possible. On a gagné avec un syndicat de dentistes femmes ensemble en Conseil constitutionnel, puisque l'arrêt Mercier de 1936 définit le contrat de soins entre un médecin et un patient à condition qu'il y ait un paiement à l'acte. C'est uniquement sur ça qu'on a gagné, parce que si jamais le tiers payant total et entier passait, il y avait un tiers payeur, ce n'est plus le patient qui nous payait, il n'y avait plus d'arrêt Mercier, il n'y avait plus de contrat de soins, et toute la jurisprudence et tout le droit des patients dans les contrats avec les médecins s'effondrait. Restez vigilants, ça reste dans un certain nombre de groupes de réflexion pour la suppression, pour le tiers payant total et généralisé. Alors les chiffres d'affaires en secteur 1, quelques chiffres juste pour vous aider à vous positionner. Vous faites en moyenne 20 actes par jour, ça augmente, 22 à la campagne, 17 en ville, ça diminue avec l'ancienneté, c'est-à-dire qu'on voit les collègues qui, lorsqu'ils vieillissent, essaient d'améliorer leurs conditions de travail, ce qui est légitime. Durée de consultation, 18 minutes, on part jusqu'à 20 minutes, on s'en fout. Attention, je voulais juste intervenir sur la loi RIST, que vous connaissez tous, Jérôme en parlerait mieux que moi. La loi RIST qui a pour volonté de déléguer, de donner l'autonomie totale aux infirmières, aux sages-femmes, aux kinés, ce qui peut se comprendre sur un certain nombre d'actes où elles sont parfois plus pertinentes que nous, mais ce qui veut surtout déshabiller les entreprises libérales que nous représentons des actes simples, comme la vaccination, qu'on a perdu pour un certain nombre de cas, et faire en sorte qu'il ne nous reste que les consultations complexes. Du coup, la consultation moyenne à 16,29 minutes, elle passera à 25 ou 30 minutes. Et à ce moment-là, la capacité de nos structures de nous maintenir à revenu et de nous permettre d'embaucher du personnel, d'avoir des loyers, etc., s'effondrera si on délègue. Et on ne peut accepter une certaine autonomie des paramédicaux, parfois légitime, qu'à condition qu'on revalorise strictement nos consultations pour nous permettre d'équilibrer nos entreprises libérales. Le nombre de diagnostics, on s'en fout. Le nombre d'heures en moyenne, ça c'est très intéressant. Vous voyez qu'on travaille en moyenne entre 52 heures et 60 heures par semaine. La moyenne, c'est 54 heures. Toutes les études sont d'accord là-dessus. Et c'est un peu surprenant de voir aujourd'hui un système conventionnel qui nous propose, pour nous payer 30 €, de nous demander en gros de basculer à 70 heures dans un pays où le Code du travail interdit à un salarié de travailler plus de 35 heures. J'en profite pour rappeler... J'en profite pour vous rappeler que nos confrères hospitaliers, les PH, ils sont à 48 heures de travail par semaine, alors que les infirmières sont à 35, un peu comme si un pilote de ligne travaillait 30% de plus que l'hôtesse de l'air qui sert les repas. C'est vous dire à quel point on a, y compris à l'hôpital public, massacré le corps médical. Dans notre organisation, vous faites en moyenne 5 à 6 heures administratives, pour ne pas dire plus. Les tarifs de consultation, alors en secteur 1, vous le savez, c'est les tarifs de base de l'assurance maladie. On ne peut pas faire autrement, c'est 25 € la consul. En secteur 2, Optam, ou en secteur 1, Optam, on a quelques dépassements autorisés. Le secteur 2, dépassement plus ou moins libre avec tact et mesure. On y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a un décret qui est sorti en 2020 qui remet en question complètement cette liberté tarifaire. Et puis en secteur 3, vous êtes libre de faire ce que vous voulez.
Attention au secteur 2, un nouveau décret sorti pendant la crise Covid en 2020 qui s'appelle le refus de soins discriminatoires pour un problème de prise en charge financière. Et on voit au Conseil de l'ordre des médecins de plus en plus de procédures pour des médecins de secteur 2 qui ont pris 12 €, 15 €, 17 € de dépassement, y compris après le dépassement d'honoraires. Il y a une procédure de sanction très stricte qui permet à un malade de se faire rembourser intégralement des dépassements d'honoraires et d'avoir des sanctions par la caisse primaire d'assurance maladie avec des pénalités financières. On considère qu'un dépassement d'honoraires aujourd'hui est un refus de soins déguisé. Donc les secteurs 2, pour l'instant, sont persuadés de ne pas être atteints. Aujourd'hui, le nombre de procédures organisées parfois par des associations de patients est en train de remettre en question cette liberté tarifaire qui n'existe pas pour les secteurs 3. Vous connaissez mieux que moi je suis urologue, mais voilà en gros comment on doit tarifer. Un médecin généraliste, un médecin spécialiste, il a tous ses codes à utiliser, à mettre, à rallonger, à remettre, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on n'y comprend absolument rien. L'avantage du secteur 3, c'est que vous diffusez votre consultation et vous aurez, je crois, Bruno Palliard tout à l'heure qui témoignera, c'est ça? Qui vous dira comment lui, secteur 3, il organise ses consultations. Demain. Et vous l'écouterez. Voilà. En gros, on se rend compte à chaque fois l'assurance maladie. Par exemple, elle nous dit, nous en chirurgie, on va majorer la néphrectomie. Une néphrectomie pour cancer qui dure environ 5 heures, c'est payé 500 €. L'heure de bloc opératoire, c'est 130 € de l'heure. 5 heures, ça veut dire que ça vous coûte 700 €. Le cancer du testicule, 96 €. L'hystérectomie de la femme, 230 €, moins cher que l'hystérectomie du chien. La césarienne, 380 €. Simplement pour dire que comment fait l'assurance maladie, elle vous dit la césarienne à 380 € alors que la prime d'assurance est à 25 000. C'est pas suffisant, on va majorer la césarienne de 50 €. Et derrière, sans vous le dire, elle va, au niveau de la CCM, baisser par exemple les conisations de 5 € chacun pour équilibrer, puisqu'on est en enveloppe fermée à cause de l'ONDAM. C'est comme ça que tous ces chiffres et toute cette marsupialisation de nos exercices finissent par faire en sorte qu'on n'y voit plus rien. Et je dois dire que les positions de Jérôme, qui sont très strictes, on négocie pas, permettent d'éviter de rentrer dans ces guerres de tranchées parfois difficiles. Voilà. Et puis, je n'ai pas rajouté les assistants médicaux, les ROSP. Voilà. Alors, on voit apparaître des chiffres. Peut-être que la présidente d'MG en reparlera ou que tu en reparleras. Combien en moyenne vous gagnez vraiment par consulte? La consultation moyenne, elle est probablement aux alentours de 30 €, selon le ministère à 36 €. En tout cas, c'est certain que vous devez regarder à peu près votre activité, combien vous avez de chiffre d'affaires et de voir quelle est votre consultation moyenne avec ces chiffres. Il paraîtrait complètement fou de se mettre hors convention, alors qu'on n'a même pas calculé quel est a priori notre point de rupture ou notre niveau zéro pour garder la même activité qu'avant. C'est-à-dire si vous êtes à une consultation moyenne à 34 €, vous calculez le nombre de chiffre d'affaires, le nombre de consultations par an. Si vous mettez en secteur 3 déconventionné et vous vous mettez à ce moment-là à 25 €, vous allez perdre de l'argent. Et vous savez très bien que la marge qui nous permet de vivre est étroite et que si vous reniez la marge, vous n'aurez plus que des frais. Donc faites attention de bien calculer votre consultation moyenne qui n'est pas à 25 €. Alors, il y a aussi toutes les aides à l'installation. On verra donc si les jeunes veulent s'installer hors convention ou conventionné. Et là, on voit que c'est la carotte et le bâton en permanence. Je ne reviendrai pas sur la CAIM, sur le COSCOM que vous connaissez, le contrat de transition, le COTRAM, qui donne jusqu'à 60 000 €, le contrat de solidarité territoriale, qui fait qu'au bout d'un moment, on est vraiment à difficulté de comprendre finalement comment on gagne notre vie. Alors s'ils veulent nous salarier, qui nous salarie? Mais ils ne le veulent surtout pas, parce qu'on demandera à travailler 35 heures tout en étant payé 4 000 € par mois, et là ils se rendent compte que c'est impossible, donc ils ne veulent pas nous salarier. Mais ils veulent nous mettre des contraintes telles qu'au bout d'un moment, quelle est votre liberté d'exercice? C'est presque impossible. J'attire juste attention à ceux d'entre vous qui ont touché ces contrats de territoriaux, que si jamais vous devez vous déconventionner, vous remboursez la somme touchée. Donc faites attention à ceux d'entre vous qui ont touché les contrats. L'environnement professionnel, on se rend compte qu'il n'y a que 50% d'entre nous qui ont des secrétaires, 30% ont un télésecrétariat et 20% sont tout seuls, ce qui participe à la réflexion de « je veux me mettre en secteur 3, est-ce que je peux garder ma secrétaire? Si oui, est-ce que je la finance? Combien je la finance? Combien ça me coûte ?» La volonté d'un grand nombre d'entre vous, c'est de dire « j'en ai ras-le-bol de travailler tout seul » ou « j'en ai ras-le-bol d'être un cabinet de groupe où je partage une secrétaire pour 10 ». C'est impossible. Donc le secrétariat, cette assistante est importante, mais acceptez la perfusion de la Sécu en disant on vous donne une assistante, mais à condition que vous ouvriez les samedis matins, à condition que vous augmentez votre marge active de 30. C'est bon, quoi. Ras-le-bol. Ras-le-bol d'être en permanence dans cet échange. Vous ne pouvez pas réfléchir à passer en hors convention si vous n'avez pas aussi regardé la retraite. Une vie professionnelle, ça se regarde sur de l'installation jusqu'au départ.
Et donc, il faut regarder la retraite. Et dans la retraite moyenne, c'est 2 600 €, sur lequel on verra qu'il y a 30% par l'ASV. Lorsqu'on est en secteur 3, on ne cotise pas à l'ASV. Mais si on est en secteur 1, on cotise à l'ASV, on va y revenir. Mais l'ASV, selon la CARMF, est en possible cessation de paiement dans les années qui viennent. C'est-à-dire que tout le monde sait bien que l'ASV est en délicatesse. Donc attention, si le déconventionnement est massif, la caisse de retraite certainement sera en très grande difficulté à cause de ces cotisations-là, mais à la fois, pour ceux qui continuent à cotiser, on a des vraies incertitudes sur savoir si l'ASV pourra tenir le choc. Voilà. Et vous avez 13 000 médecins qui sont en cumul emploi-retraite, qui pour eux, probablement, ce serait plus simple de se mettre hors convention, puisqu'aujourd'hui, contrairement aux promesses de M. Macron, on continue à cotiser à la caisse de retraite et à tout le reste. Départ en retraite pour nous, c'est déjà 67 ans. Et il est possible qu'avec la réforme qu'ils vont voter, on passe à 69. Respect de ce pays qui nous a fait faire des gardes et des astreintes toute notre vie professionnelle et pour lequel la pénibilité n'est pas reconnue, alors qu'un grand nombre d'entre nous ont des situations familiales très difficiles avec un grand nombre de divorces et des problèmes cardiaques, cancer du sein et tout le reste en lien avec nos horaires de nuit et nos permanences de soins. Donc les chiffres de la CARM, c'est 30% l'ASV, je vous les redonne. Vous voyez que ce n'est pas une grosse retraite, donc il faut quand même provisionner, préparer votre retraite. En particulier, pour ceux qui le peuvent, investissez dans votre bien immobilier personnel et ne faites pas de loi de défiscalisation au bout du monde. Vous serez baisés et on a tous été plus ou moins arnaqués sur ce sujet. Les remboursements. Alors, puisqu'on parle de... On est remboursé de quoi, de comment? Alors, ceux qui sont les médecins de secteur 1, secteur 2, qui ont l'Optam, c'est 16,50 € sur 25. Pour les médecins de secteur 2, la consultation est toujours à 23 €. Je rappellerai qu'en 1992, le décret, vous le trouverez sur les réseaux, le décret de 1992, honoraire d'un médecin de secteur 2, 22,30 €. On est passé à 23 € en 2000, on est en 2022, on est toujours à 23 € les secteurs 2, et il y a une volonté de la Caisse de continuer à dérembourser le secteur 2 comme pour sanctionner le patient qui oserait aller voir un médecin de secteur 2. Donc vous voyez que la liberté dans ce pays est plutôt attaquée indirectement. Et à contrario, si vous êtes en secteur hors convention, le remboursement il est de 0,61 centimes et 1,22 €. Et pour les actes, et c'est pour ça que les médecins de secteur 2 ne peuvent pas se déconventionner, les actes techniques, c'est 16%. Alors un médecin de secteur 3 hors convention, lorsqu'il prescrit, les ordonnances sont honorées par la pharmacie et le malade est remboursé. Lorsque le malade est hospitalisé dans une clinique, si vous faites une néphrectomie à 500 €, le malade lui est remboursé 5 fois 16, donc environ 50 ou 80 €, 16% de la néphrectomie. Mais par contre, l'établissement est payé, le GHS est payé, l'anesthésiste est payé, le radio est payé. D'accord, il y a bien une différence entre vos honoraires propres et toutes vos prescriptions qui sont reconnues, puisque vous êtes dans un exercice autorisé par l'Agence régionale de santé, la caisse primaire, et donc vos prescriptions seront reconnues. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si on prend en charge des CMU, des ACS, des CSS, des PUMA, des AME? Eh bien, en fait, si vous êtes en secteur 1, secteur 2, on connaît, c'est tarif opposable et tiers payant. En secteur 3, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Sur les CMU complémentaires, je ne parle pas des CMU, il y a une différence entre CMU complémentaires et CMU, je vous le redis, les CMU sont des gens qui vivent de leur rente. Donc ils payent 7% de ce qu'ils gagnent. S'ils ont par exemple 20 appartements, en fin d'année ils ont gagné 300 000 €, et bien ils sont CMU parce qu'ils n'ont jamais de salaire, ils n'ont pas de cotisation sécu, ils vont payer 7% de 300 000, 20 000 € à la sécu. À ne pas confondre avec les CMU-C qui gagnent moins de 750 € par mois et qui ont besoin de notre soutien puisque c'est des indigents. Voilà, donc attention à la différence. Les accidents de travail, maladie pro et la LD, eh ben, ça ne va qu'en secteur 1, secteur 2. C'est un accord conventionnel. Les secteurs 3 n'ont aucune obligation de les recevoir ou de les prendre en charge. Par contre, la continuité des soins fait partie de vos obligations professionnelles, que vous soyez conventionné ou hors conventionné. La PDS, depuis 2004, Xavier Bertrand, est passé sous l'autorité de la Convention des ARS. Pour la PDS, pour le moment, c'est essentiellement des carottes avec des médecins conventionnés, mais l'ARS peut parfaitement réquisitionner demain un médecin hors convention pour la permanence des soins en ambulatoire en établissement de santé. Les remboursements, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que finalement, l'assurance maladie, elle rembourse environ 3,3 milliards sur les consultations des médecins généralistes et les complémentaires 1 milliard si on considère qu'elles vont compléter de 16 à 25 €. Si demain, ces médecins généralistes, secteur 1, se déconventionnent, l'assurance maladie, elle gagne 3 milliards et les complémentaires 1 milliard, soit 4 milliards. Alors, les complémentaires santé, elles font combien de chiffre d'affaires? Elles font 40 milliards cette année.
Les dépassements d'honoraires des chirurgiens, c'est 400 millions d'euros. Vous voyez donc que les complémentaires santé, en un an de chiffre d'affaires, elles couvrent 10 ans de consultation de médecins généralistes, si vous passez hors convention. Donc vous voyez que les demandes de Jérôme, de l'UFML et des autres, finalement, par rapport aux 40 milliards des complémentaires et aux 220 milliards de dépenses de santé, c'est peanuts. On est vraiment dans une logique politique. Alors pourquoi vous êtes en position de force pour négocier si jamais vous décidez d'aller passer hors convention? Tout vient du Conseil national des résistants. Patrick, tu nous l'as dit, tu ferais mieux que moi. Je vous rappelle que ce conseil a été créé en 1943 avec Jean Moulin à la tête. L'objectif, c'était de mettre en place un gouvernement provisoire, de s'occuper de châtier les traîtres et l'impôt progressif, mais aussi de créer la Sécu. Et le Conseil national des résistants qui a créé la Sécu, il a fait 2 erreurs historiques, prélever la Sécu et prélever les retraites sur le travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que les dépenses de santé augmentent en flèche, en partie les chimiothérapies à 100 000 euros, 200 000 euros, à l'arrivée de nouvelles chirurgies, du robot da Vinci, il faudrait augmenter les dépenses de santé de 50 milliards comme on l'a fait pendant la crise Covid. Mais si on augmente dans le respect du CNR, ça veut dire que si on prend 50 milliards de dépenses de plus, il faut augmenter les cotisations sur le travail de 10 ou 12%. Pareil pour les retraites. Pour équilibrer les retraites, on pourrait augmenter les cotisations sans augmenter la durée. Mais à ce moment-là, on augmente le coût du travail, et on augmente le chômage, et on met en péril notre économie. C'est donc là-dessus que se basent les raisonnements actuels. Mais surtout, le raisonnement actuel, il est de dire, à cause du CNR, à cause de la naissance de la Sécu, il est hors de question demain de vous laisser partir en secteur 3, parce qu'on est garant de l'accès aux soins. Et c'est pour ça que la Sécu, aujourd'hui, il y a un bras de fer. Ils sont persuadés que nous n'irons pas en secteur hors convention. Parce qu'ils sont persuadés qu'historiquement, on n'a pas les couilles d'y aller. Mais vous êtes historiquement à un moment, et Patrick peut vous le confirmer, où depuis quasiment un siècle, c'est la première fois qu'on retrouve cette fenêtre. Départ à la retraite massif, arrivée massive de patients à soigner, et arrivée de collègues qui veulent travailler moins, donc l'offre de soins s'effondre. En secteur 3, il y a de la place, et Bruno y viendra demain. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau social, au niveau cotisation? Et ça, c'est important, parce que en fait, aller en secteur 3, quel va être mon impact? Et vous entendez dire tout et n'importe quoi. Il y a même des collègues médecins généralistes qui ont fait 3 ans PH qui pourraient s'installer en secteur 2. Et il y a des collègues parfois syndiqués qui leur disent « mais surtout pas en secteur 2, malheur, c'est vachement trop cher ». Mais non, mais vous êtes dingue, perdre votre liberté pour ceux qui pouvaient, c'est catastrophique. Alors qu'est-ce qu'on risque à se déconventionner en termes de charges sociales et de cotisation retraite? Alors je vous ai mis là sur un tableau rapide combien ça nous coûte, vous pouvez le prendre en photo, vous voyez le secteur 1, le secteur 2, le secteur 3, et on va les revoir sur un tableau final pour ne pas vous faire perdre de temps. Ça c'est sur les retraites, là aussi il y a des différences fondamentales entre le secteur 1 et le secteur 2, mais beaucoup moins, parce que les médecins de secteur 1, pour ceux qui veulent reprendre, les médecins de secteur 1, ils ont 6%, 6,40% de leurs cotisations Sécu qui sont pris en charge par l'assurance maladie. Différence fondamentale. Et puis, ils ont une différence, les médecins de secteur 1, sur les cotisations de l'ASV. Au lieu de payer 5 600, ils payent 1 800. Voilà les 2 seules différences. Alors, les cotisations... Excuse-moi. Tous les PowerPoints seront disponibles sur le site de l'UFML. Hein. On vous les mettra en ligne, bien sûr. Ah, parfait. Je n'étais pas au courant. Donc on va continuer. Total, voilà, ça cette diapo qui est importante. En total, si je vais en secteur conventionnel, qu'est-ce que je risque fiscalement? Combien ça me coûte? Comment ça fonctionne? Les totales de différence entre un secteur 1 et un secteur 3, c'est 8% et environ, selon les chiffres d'affaires, donc excusez-moi, je me suis perdu. Voilà, vous payez moins de cotisation retraite. Donc si vous allez en secteur 3, c'est 8% de cotisation en plus et c'est moins 1 824 € de cotisation retraite en moins, puisque vous ne cotisez plus à l'ASV. Donc il y a une différence si vous avez un chiffre d'affaires d'environ 150 000 € pour 8% de différence par rapport à votre BNC qui fait environ 5 à 6 000 €. Donc vous voyez qu'en gardant le même chiffre d'affaires, ce n'est pas colossal comme effort financier. Et puis, donc, ça veut dire que si vous avez une consultation de base dans le secteur hors Sécu à 25 €, ben, il faut prendre au moins 27,50 €. Et à ce moment-là, vous aurez vos 6 000 € pour rembourser ce surplus de charges en étant en secteur 3. Si vous avez une consultation moyenne, il faut donc la maintenir entre 30 et 36 €. Attention. Attention quand même, lorsqu'on est conventionné, on a de la prévoyance et de la retraite complémentaire. En particulier pour la prévoyance, on a depuis des indemnités journalières dès le 3e jour, avant c'était le 90e jour. Si on a des congés maternité, des congés paternité, qu'on n'a pas lorsqu'on est en secteur 3. Donc ça veut dire aussi que si on se déconventionne,
on appelle son assureur pour regarder avec lui au niveau prévoyance où on en est, pour ne pas prendre le risque si on est malade pendant 90 jours de ne rien avoir, puisqu'on avait quand même obtenu depuis janvier 2022, après la crise Covid, que dès le 4e jour, on avait des IJ, et les plus anciens se rappellent qu'avant, c'était 90 jours sans rien. Donc ça, c'était dans le cadre de la convention. Et puis dans le cadre de la retraite, si on est hors convention, eh ben, on ne cotise pas à l'ASV. Et donc on peut perdre 30% de retraite. Ça veut donc dire que si on se met hors convention pour une durée assez longue, il faut envisager de prendre des trucs complémentaires, ou en tout cas de s'obliger à faire. J'ai presque fini. Démarche et installation, secteur 1, secteur 2, secteur 3, c'est à peu près les mêmes. On passe par le Conseil de l'Ordre. Notre exercice est sous contrôle de l'autorité administrative de l'Ordre. On passe par l'ARS et la caisse primaire pour avoir une carte CPS, parce qu'on peut être utile et on en a besoin pour tracer ce que nous prescrivons. Et puis si on est secteur 1, qu'on bascule hors convention, on revient dans la convention quand on veut. On peut faire des allers-retours, à la différence des secteurs 2 qui ne peuvent pas faire d'allers-retours. Donc si demain vous dites, on a un mot d'ordre, on se déconventionne massivement, on est en France 500 ou 600, ça suffit à déstabiliser tout le reste du système, et bien s'il faut, dans un mois ou dans 15 jours ou dans 2 mois, il y aura un délai d'un mois de trucs, on retourne dans la convention si on s'est planté. Donc si vous avez un peu de trésorerie, mettons 15 ou 20 000 euros d'avance, le fait de passer hors convention, c'est un peu compliqué au niveau administratif, on l'a dit, mais vous pouvez très bien revenir dans la convention. Alors en conclusion, et ce sera ma dernière diapositive, il faut préciser vos objectifs. Qu'est-ce que je veux si je me mets hors convention? Est-ce que je veux améliorer ma qualité de vie? Si oui, comment, pourquoi, qu'est-ce que je finance? Est-ce que je veux améliorer mes revenus? Ok, je fais un business plan, j'étudie, je regarde quelle constitution moyenne il faut que je prenne, et Bruno vous expliquera demain. Est-ce que j'embauche une secrétaire? Si oui, combien je la finance, combien ça me coûte? Une secrétaire, ça vaut environ 40 000 euros par an. Est-ce que j'aurai plus de temps libre? Comment je structure? Est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que je veux finalement quitter la convention parce qu'aujourd'hui, j'en peux plus de leur putain de télétransmission, de leur putain de ROSP et de tout ce qui va derrière. Manifestement. Manifestement, c'est la raison principale. Fin du topo, merci bien d'être venu. Vous étudiez, faites une étude de marché, je suis dans quelle région, je fais quoi? Il est clair qu'aujourd'hui, dans les déserts médicaux, où certains députés raisonnent en nous donnant une obligation de s'installer quelque part, ils oublient un peu de dire que le premier désert médical, c'est Paris, Lyon, Marseille. Pourquoi? Parce que la loi sur accès handicapé a fermé beaucoup de cabinets de médecine générale et qu'en plus, le prix du loyer dans ces villes-là est tel qu'aujourd'hui, un cabinet médical, ça vaut environ 50 à 60 euros de l'heure. Je vous invite à calculer votre coût de fonctionnement et ça veut dire donc qu'il y a entre 2 et 3 consultations par heure qui payent juste le cabinet. À Paris, on monte à 70, dans certaines provinces, on descend à 40 et si vous enlevez une secrétaire, vous avez 25 euros d'économie par heure de travail. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à raisonner comme ça. Je vais m'arrêter. Voilà, vous avez devant vous, en 2030, il y aura plus de 20 millions de personnes de plus de 60 ans. Et je vous rappelle qu'on dépense 80 à 90% de ces dépenses de santé quelques jours, quelques années avant de partir. Donc quand on a une population âgée, les dépenses de santé, elles explosent et c'est légitime. Alors, faudra-t-il vous déconventionner de façon individuelle? Je pense que surtout ça doit être un mouvement collectif parce qu'il y a de telles pressions, c'est plus simple de faire comme ça. Je vous remercie de votre attention et bonne fin de journée. Attendez.